2 minutes et 14 secondes après le premier événement sismique, un second événement d'une magnitude de 4,2 sur l'échelle de Richter, soit 250 fois plus puissant que le premier, est enregistré sur les sismographes à travers le nord de l'Europe et détecté jusqu'en Alaska. Cette seconde explosion équivaut à près de 3 tonnes de TNT. Le premier événement est une réaction chimique, mais ce n'est pas la dernière réaction chimique qui coûtera la vie aux marins du Koursk. Ceci est une version abrégée de la vidéo. Pour voir la version complète, je mets un lien ici en haut. Le Koursk est achevé et lancé en 1994. Il est mis en service par la marine russe le 30 décembre en tant que partie de la flotte du Nord russe. Le Koursk est affecté à son port d'attache de Vidyayevo, dans l'oblast de Mourmansk. Le Koursk mesure 154 mètres de la proue à la poupe, 18,2 mètres de largeur et a un tirant d'eau de 9 mètres de la coque au massif. Il est conçu pour plonger jusqu'à une profondeur de 600 mètres et peut rester en immersion jusqu'à 120 jours. La superstructure du massif est renforcée pour lui permettre de briser la glace arctique. Le Koursk est armé de 24 missiles de croisière Granit avec 8 tubes lance-torpilles à la proue. Le Koursk fait partie de la flotte du nord de la Russie qui a subi des réductions budgétaires tout au long des années 90. En 1998, le Koursk est réaménagé pour transporter des torpilles HTP. L'HTP est un peroxyde d'hydrogène concentré qui, combiné au kérosène, est moins cher à produire que d'autres carburants pour torpilles. Le 11 août 2000, la marine russe se prépare à un exercice d'entraînement. Summer X est le premier exercice naval à grande échelle de la marine russe depuis plus de 10 ans. 30 navires et 3 sous-marins participent à l'exercice. À la base navale de Vidyayevo, les préparatifs s'accélèrent pour le Koursk et son équipage. Au milieu de cette effervescence, une torpille est laissée tomber. Il ne semble pas y avoir de dégâts, bien qu'il y ait un peu de peroxyde présent autour du joint. Les hommes signalent l'incident et la présence de peroxyde, puis poursuivent leur travail de chargement du Koursk avec des ogives factices et des provisions. Le matin du 12 août 2000, le Koursk se trouve en mer de Barents. À 8h51, le Koursk demande l'autorisation d'effectuer un tir d'entraînement de torpille et reçoit la confirmation. Le Koursk plonge à sa profondeur de lancement de 20 mètres et surveille la surface à travers son périscope. L'équipage de lancement traverse le centre de contrôle dans le compartiment 2 et entre dans le compartiment 1 à la proue du sous-marin. Il y a une conduite d'air entre le premier et le deuxième compartiment. La même conduite d'air traverse les 9 compartiments étanches du sous-marin. La meilleure pratique est de sceller la conduite comme l'écoutille, mais les marins la laissant ouverte. Cela fait presque 3 ans que l'équipage n'a pas tiré de torpille. Ils n'ont pas reçu de formation sur la manipulation et le lancement d'une torpille au peroxyde. Ils sortent la torpille de 5 tonnes de la réserve et la roulent jusqu'au tube de lancement. Ils la font glisser dans le tube et ferment la porte du tube de lancement derrière elle. Le tube de lancement de la torpille est conçu pour diriger l'explosion vers l'extérieur, vers la mer plutôt que dans le sous-marin. À 11h25, cela fait plus de 2h30 qu'ils se préparent au lancement lorsqu'ils lancent enfin la séquence de tir. Les connecteurs électriques sur la porte intérieure du tube lance-torpille doivent entrer en contact avec les connexions à l'arrière de la torpille. Le système n'indique pas de contact établi, alors il rouvre la porte pour nettoyer les connexions. Bien que le HTP soit normalement stable lorsqu'il est scellé, s'il entre en contact avec un catalyseur, il se dilate 5000 fois en volume et agit comme un oxydant par une réaction chimique. Cette réaction chimique est exothermique, ce qui signifie qu'elle génère de l'énergie ou de la chaleur. En fait, c'est précisément ce pourquoi elle est conçue. Une torpille n'a pas accès à l'oxygène sous l'eau, donc le HTP fournit à la fois l'oxygène et la chaleur au carburant kérosène. Une fois que la réaction chimique commence, elle brûle jusqu'à ce que le HTP soit épuisé. Le bronze et le laiton servent de catalyseur pour le HTP, comme le métal qui tapissait le tube de lancement de la torpille dans le Koursk. Maintenant, la petite fuite de HTP provenant d'une soudure défectueuse ou d'une chute pendant le chargement, cette même fuite qui n'est pas détectée lors d'une inspection avant le lancement, entre en contact avec le tube de lancement de la torpille. La tonne de HTP dans la torpille commence à réagir et provoque la défaillance du réservoir de carburant au kérosène de la torpille. Une demi-tonne de kérosène s'enflamme avec le HTP qui se dilate rapidement dans une explosion brûlant à près de 5000 degrés Fahrenheit.
La porte du tube de lancement ouverte dirige l'explosion à l'intérieur du sous-marin au lieu de la projeter vers la mer. Les 7 membres d'équipage dans la salle des torpilles n'ont aucune chance de survie. L'énorme onde de choc, accompagnée de fumée et de flammes, se propage à travers la gaine d'aération ouverte jusque dans les 2e, 3e, 4e et 5e compartiments étanches. La porte du tube, partiellement ouverte, est arrachée de ses gonds. Le centre de commandement, dans le compartiment 2, est englouti par les flammes. Bien qu'il soit à la immersion périscopique, personne n'a le temps de réagir. La cloison de la gaine d'aération ouverte n'isole pas l'explosion initiale. Les 36 membres d'équipage chargés du contrôle du Kursk sont tués, ainsi que l'équipe de lancement des torpilles. À 11h29 et 34 secondes, les détecteurs sismiques norvégiens faisant partie du réseau connu sous le nom de NORSAR sont les premiers à enregistrer un événement notable. L'emplacement de cet événement est localisé à 69°38 nord, 37°19 est au nord-est de Mourmansk, à environ 160 miles de la Norvège et 50 milles de la péninsule de Kola. Ce sont les dernières coordonnées connues du Kursk. 2 minutes et 14 secondes après le premier incident, un deuxième événement, beaucoup plus important, est détecté. Cette fois, il atteint 4,2 sur l'échelle de Richter et est 250 fois plus puissant que la première détection, une explosion équivalente à près de 3 tonnes de TNT. Lorsque les coordonnées sont triangulées, la profondeur du deuxième événement correspond au fond marin, soit 108 mètres plus profond que le premier incident. D'autres navires détectent ces événements sismiques durant l'exercice Summer X, pensant qu'ils font partie de l'entraînement. L'incendie provoqué par la première explosion fait détonner jusqu'à 7 torpilles avec des ogives actives, pesant chacune près d'une demi-tonne. Cette seconde explosion fait s'effondrer complètement les 3 premiers compartiments et déchire la coque du sous-marin, laissant l'eau pénétrer dans le 4e compartiment. Les marins des 3e, 4e et 5e compartiments sont tués par l'explosion. Le nombre de morts s'élève déjà à 95 hommes. 2 réacteurs nucléaires sont situés dans le 5e compartiment du navire, protégés par les cloisons les plus solides. Les 2 réacteurs ont survécu aux explosions et se sont arrêtés de manière contrôlée, évitant ainsi une catastrophe nucléaire. Les hommes dans les compartiments vers la poupe du Kursk ferment les trappes des conduits d'air et évaluent leur prochaine action. 23 hommes survivent aux 2 explosions et se réfugient dans un petit 9e compartiment doté d'une trappe de secours. Le capitaine-lieutenant Dmitri Kalichnikov, chef de l'unité des turbines dans le 7e compartiment, est l'un des 3 officiers survivants de ce grade. Le Kursk est censé refaire surface et établir le contact à 13h30. 7 heures passent et personne ne s'inquiète immédiatement. Il n'est pas rare que les équipements de communication tombent en panne. C'est relativement courant. Le commandant de la flotte, l'amiral Popov, envoie un hélicoptère depuis le cuirassé Piotr Veliki pour rechercher le Kursk à l'endroit où il devait refaire surface. L'officier de service de la flotte du Nord informe le capitaine Tislenko, responsable des opérations de recherche et de sauvetage, de se préparer à recevoir des ordres. Au-dessus du compartiment 7 du Kursk, il y a une bouée de sauvetage d'urgence. La bouée est conçue pour se déployer automatiquement en cas d'urgence, comme un incendie ou un changement rapide de pression. En 1999, alors qu'il est en service actif, elle est désactivée afin d'éviter une détection possible et n'est jamais réactivée. Dans le 9e compartiment, les hommes sont maintenant confrontés à une décision difficile. Il y a un sas de secours qu'ils peuvent ouvrir pour nager jusqu'à la surface. Ils ont des cagoules de sauvetage qui leur donneront assez d'air pour nager les 100 mètres jusqu'à la surface. L'explosion a tordu la coque du navire. La porte étanche de la cloison fuit et le compartiment 9 se remplit lentement d'eau. Au fur et à mesure du remplissage, la poche d'air du compartiment est comprimée. Pour l'instant, sa pression reste presque identique à celle de la surface. Cela signifie que s'ils ouvrent la trappe immédiatement, le risque de mal de décompression est faible. Plus ils attendent, plus l'eau remplit le compartiment, augmentant ainsi la pression. Cela signifie aussi qu'au fil du temps, ils respirent de l'air sous une pression plus élevée, donc leur corps commence à absorber de l'azote. S'ils attendent trop longtemps avant d'ouvrir la trappe et de remonter, ils auront le mal de décompression lorsqu'ils nageront vers la surface. Ils savent que des navires de secours sont présents, donc ils seront probablement récupérés. Mais ce n'est pas une décision facile. Dès qu'ils ouvriront la trappe, ils scelleront leur destin. Le compartiment du sas pourrait être inondé, donc lorsqu'ils ouvriront la trappe, cela inondera complètement le 9e compartiment. Si les marins blessés parviennent à sortir par la trappe et à nager jusqu'à la surface, l'eau de la mer de Barents est glaciale. Ils pourraient survivre 1 heure tout au plus.
Chercher des personnes dans l'océan revient à chercher une aiguille dans une botte de foin. Par ailleurs, les réacteurs nucléaires alimentèrent le système de purification d'air et de chauffage, désormais arrêté. L'air dans le 9e compartiment se remplit lentement de dioxyde de carbone et la température baisse. C'est une décision presque impossible à prendre. Nagez vers la surface, forçant vos collègues blessés à lutter pour la dernière heure de leur vie, ou restez sur place et espérez que les secours vous atteignent avant que le compartiment ne soit inondé d'eau ou de dioxyde de carbone. Pour l'instant, les marins disposent de recycleurs d'urgence. Lorsque les hommes expirent, le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau contenue dans leur souffle provoquent une réaction chimique. Le superoxyde de potassium absorbe le dioxyde de carbone et libère de l'oxygène. Après la réaction chimique, le superoxyde de potassium est épuisé et les cartouches doivent être remplacées. Les hommes ont peu de cartouches, mais choisissent d'attendre les secours. À 22h30, une situation d'urgence est déclarée par la flotte du Nord et l'exercice d'entraînement est abandonné. À l'intérieur du sous-marin, les cartouches de recycleurs des hommes commencent à s'épuiser. Le lieutenant de vaisseau Kalechnikov et 2 autres commencent à remplacer les cartouches dans le système de recycleurs. Le compartiment continue de se remplir lentement d'eau et il fait noir complet. L'un des hommes perd l'équilibre et tombe dans l'eau glacée avec une cartouche de superoxyde de potassium. Le superoxyde de potassium est aussi réactif que le peroxyde d'hydrogène qui a provoqué la première explosion. Lorsque la cartouche est immergée sous l'eau huileuse, elle déclenche une explosion chimique et un embrasement, gravant une marque de brûlure sur les parois du compartiment au-dessus de la ligne de flottaison. L'abdomen de Kalechnikov était brûlé par l'acide, exposant ses organes internes. La chair de sa tête et de son cou est arrachée par l'explosion. Les autres hommes plongent pour fuir les flammes et les produits chimiques brûlant leur peau. Pour que les humains survivent, ils doivent respirer au moins 19,5% d'oxygène. La flamme disparaît en un éclair, mais lorsque les hommes cherchent de l'air pour respirer, l'oxygène dans l'air a été consommé par le feu. La réaction chimique créée pour leur donner vie vient de la leur retirer. À 11h30, le Mikhail Rudnitsky commence les préparatifs pour mettre à l'eau le submersible AS-34 6 heures plus tard. À 17h30, il était dans l'eau. À 18h30, l'AS-34 entre en collision avec un objet à 100 mètres sous la ligne de flottaison alors qu'il se déplace à une vitesse de 2 nœuds. À travers un hublot, l'équipage peut voir qu'ils ont heurté l'hélice et le stabilisateur arrière du Kursk. La AS-34 a subi quelques dommages et est contraint de refaire surface. Son submersible jumeau, la S-32, est préparé pour le lancement sur le Mikhail Rudnitsky, et il est mis à l'eau à 22h40. Le Piotr Veliki leur donne de mauvaises indications. Il ne localise donc pas le sous-marin. À 1h le lundi 14 août, la S-32 est de retour à la surface. Dans la matinée, le remorqueur de sauvetage Nikolai Tchiker, SB-131, parvient à obtenir les premières images de l'épave du sous-marin. Grâce à une caméra sous-marine, il révèle d'importants dégâts de la proue à la poupe du sous-marin. Le Kursk gîte à un angle de 25 degrés et est incliné de 5 à 7 degrés à la proue. La proue s'est enfoncée dans le fond argileux sur environ 22 mètres à une profondeur de 108 mètres. Il rapporte également que le périscope est relevé. Le 19 août, une semaine entière après le naufrage, un navire norvégien arrive transportant un sous-marin de sauvetage britannique LR5. Bien que la Russie ait accepté l'aide étrangère, il existe encore des restrictions pour les plongeurs norvégiens. Ils sont autorisés à travailler uniquement sur la même trappe de secours que celle à laquelle les submersibles essaient de se connecter, celle du 9e compartiment vers la poupe. Ils peuvent aussi manipuler la vanne de contrôle d'air du sas de sauvetage. Lorsqu'ils accèdent au sas de sauvetage le 21 août, 10 jours après les incidents, il est rempli d'eau. Une fois la trappe intérieure ouverte, une petite poche d'air s'échappe du 9e compartiment. Ils descendent une caméra et voient les corps des 23 marins. 2 sociétés néerlandaises de sauvetage, Smiths International et Mammoet, sont engagées pour renflouer le Kursk. C'est la plus grande opération de ce genre, pour un coût estimé à 65 millions de dollars. Reconnaissant le danger des torpilles HTP, la marine russe ordonne leur retrait complet du service. La Russie commence à participer aux exercices de recherche et de sauvetage de l'OTAN en 2011. La marine russe double également le nombre de plongeurs en eau profonde formés chaque année, passant de 20 à 40.